critiquez ouvertement le système des ONG, la volonté humanitaire occidentale, souvent désorganisée, et aussi l'idéologie au nom de laquelle elle apporte une certaine aide à l'Afrique. Comment vous pouvez imaginer, en parallèle aux actions internationales, une aide ou un soutien à l'Afrique par le biais, par exemple, d'ONG, et au nom de quoi, si ce n'est pas au nom de l'idéologie dominante des droits de l'homme? Moi, je suis très, vraiment sur l'arrière-main concernant les ONG, sauf les très grandes, l'Ordre de Malte, la Croix-Rouge, etc. Bien sûr, ça c'est tout à fait valable. Mais le reste, ce sont souvent des petits projets, avec des petits moyens, et des gens qui viennent souvent au moment où, dans les pays d'Europe, les frimas d'automne arrivent, et qui viennent passer l'hiver sous des climats un peu plus chauds, mais qui viennent surtout projeter en Afrique la question du règlement de leurs propres problèmes. La plupart de ces gens sont des gens qui sont, pour parler vulgairement, qui sont mal dans leur basket, encore en termes d'équitation, qui n'ont pas encore trouvé le fond de leur sel, n'est-ce pas, et qui exportent leurs problèmes en Afrique en essayant d'aller au secours de plus malheureux qu'eux. Je suis très critique. Je vous donne un exemple de critique d'ONG qui est tout à fait frappant. La question du Sud-Soudan. Vous avez à l'heure actuelle un problème frontalier entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan, dans le triangle d'Abwey. Pourquoi y a-t-il ce problème ? Le triangle d'Abwey, qui est peuplé par des Dinka, donc par des Sud-Soudanais, qui n'a pas été rattaché au Sud-Soudan. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un grand remplacement de population. C'est-à-dire que des populations arabes du Nord sont venues s'installer dans le triangle d'Abwey. Pourquoi ? En raison de l'action d'une ONG américaine. Alors on va dire, les Américains ont organisé l'affaire pour semer la pagaille. Non, c'est par idéalisme. Quel est le fond du problème ? Depuis la nuit des temps, les pasteurs arabes du Nord-Soudan venaient vers cette région d'Abwey, après la période des récoltes, pour se rapprocher du fleuve et pour faire paître leurs troupeaux sur les restes de culture des sédentaires Dinka. Tout le monde trouvait son compte. Les sédentaires Dinka, parce que leurs champs étaient fumés par le bétail, et les pasteurs arabes du Nord, parce qu'ils passaient la saison sèche près du fleuve, leur bétail ne mourait pas de faim, ne mourait pas de soif. Sont arrivées des ONG américaines qui ont mis en avant l'idée du service. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Quelle fut l'analyse de ces ONG américaines ? Mais c'est incroyable, ces pauvres pasteurs qui viennent du Nord manquent d'eau. Alors qu'allons-nous faire ? Nous allons leur creuser des puits. Donc, les ONG américaines ont creusé des puits, mais sur le territoire des Dinka. Ce qui fait que ces pasteurs nordistes ne sont plus repartis. Pourquoi repartir ? Puisqu'ils avaient des points d'eau sur place. Ce qui fait qu'ils se sont sédentarisés sur la zone Dinka. Là-dessus, le pouvoir de Khartoum s'est dit, mais c'est formidable. Cette zone d'Abwey, le triangle d'Abwey, qui est une zone pétrolière riche, va être détachée du Nord-Soudan pour être attachée au Sud-Soudan, parce que les Dinka sont majoritaires. Donc là-dessus, ils ont poussé d'autres populations arabes à venir s'installer sur zone. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand le référendum aura lieu, la région va être attachée au Nord-Soudan, parce qu'il y a eu le grand remplacement de population. Et ceci s'est fait par l'action des ONG américaines, qui au départ ont initié le problème en pensant rendre service à tout le monde en creusant des puits. En creusant des puits, eh bien, ils ont creusé surtout un conflit qui n'en sortira jamais. La population du coin n'en sortira pas. Voilà un exemple. Alors pourquoi ? Pourquoi cette erreur ? Parce que ces ONG font un peu comme le SAMU qui arrive lorsqu'il y a un accident sur l'autoroute. Quand il y a un accident sur l'autoroute, le SAMU arrive et ne cherche pas à savoir qui a provoqué l'accident. On sauve les gens. Après, il y a une enquête policière qui est faite. Eh bien, ces gens, des ONG, arrivent avec leur bonne conscience, avec leurs certitudes humanitaires, dans la méconnaissance totale du terrain, dans la méconnaissance totale des populations, et viennent appliquer un remède qui, dans l'absolu, est peut-être un bon remède, mais qui provoque des catastrophes. Et ça, je pourrais vous donner des centaines d'exemples. L'Afrique
doit se débarrasser des ONG. Priorité numéro 1, mettre à la porte les ONG. Mettre à la porte tous ces petits blancs qui viennent exporter leurs problèmes en Afrique et qui s'imaginent qu'ils vont apprendre aux Africains à cultiver un sol qu'ils cultivent depuis le néolithique. Alors, comme vous aimez à le dire, les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, et vous évoquez notamment la notion de groupe très présente en Afrique, la notion du futur, le rapport à l'au-delà, la coutume ancestrale, et notamment le rapport à la terre, qui est difficile pour nous occidentaux de conceptualiser, nous qui sommes habitués à concevoir un État-nation. Oui, il y a deux questions qui se posent. Disons, la question de l'universalisme et des différences. Moi, à la limite, allons plus loin. Moi, je ne connais pas l'homme. Je laisse l'homme aux philosophes et aux religieux. Moi, je connais les hommes. De même que je ne connais pas l'arbre. Moi, je ne sais pas l'arbre. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais le cerisier, je connais le noyer, je connais le chêne. Vous voyez, c'est une approche qui est différente. Le reste, c'est un domaine philosophique. Là, ma réflexion est une réflexion d'ethnologue. Je constate, je suis un scientifique, c'était la science expérimentale. Le reste, c'est du domaine de la philosophie ou de la religion. Alors là, on peut avoir une toute autre approche dans ce domaine-là. Mais si l'on mélange les deux, l'on arrive à la catastrophe, notamment en Afrique. Donc, les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, ça veut dire quoi? Cela veut dire que s'ils ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, les recettes que nous avons appliquées en Europe et aux États-Unis pour le développement ne sont peut-être pas licites. Car jusqu'à présent, que sous-tend ma phrase? Elle sous-tend que depuis 50 ans, nous avons noyé l'Afrique sous les aides, nous avons déposé des tonnes d'engrais au pied des pousses, mais elles n'ont pas poussé. Pourquoi? Parce que nous avons voulu greffer un chêne sur un palmier. Et ça ne marche pas. Il y a donc des milieux qui sont différents, et les milieux étant différents, les remèdes et les solutions sont différentes. Les Africains ne sont pas des Européens pauvres à la peau noire, non, ce sont les héritiers de vieilles civilisations, de grandes cultures, et leur développement et les solutions africaines ne peuvent passer que par la prise en compte de ces cultures, et non pas par le plaquage de nos idéologies. Surtout l'individualisme. La grande distinction entre les sociétés africaines et nos sociétés occidentales, c'est le communautarisme du côté africain, l'individualisme du côté occidental. Mais attention, attention, l'individualisme n'est pas tombé du ciel, ou plutôt si, il est tombé du ciel avec l'étape de la loi démocratique et les révolutions européennes. Nos sociétés occidentales ne furent pas toujours individualistes. Nous étions dans un monde de solidarité, nous étions dans un monde de corps intermédiaires, nous étions dans un monde d'éléments qui s'appuyaient les uns sur les autres. Nous sommes devenus individualistes au forceps. D'abord, la réforme qui a rompu l'unité religieuse de l'Europe. Ensuite, les révolutions philosophiques, les philosophes, le XVIIIe. Ensuite, la Révolution française. Ensuite, les révolutions industrielles. Ensuite, la destruction de notre passé en Europe, car l'évolution actuelle fait que les Européens ne savent plus d'où ils viennent, ils ne savent plus d'où ils vont. Parce qu'en Afrique, on a la longue mémoire. Hein, souvenez-vous ce que dit le proverbe africain, si tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde d'où tu viens. Les Européens ne savent plus d'où ils viennent. Moi, je demandais toujours à mes étudiants du temps où j'étais professeur d'université, au début de l'année, j'avais des amphis de 300 étudiants, on dit qui est capable parmi vous de me citer, donner les noms et les prénoms de vos arrière-grands-parents. À part quelques familles dans lesquelles on cultive la tradition familiale, personne. Tandis que je demandais à n'importe quel Africain dans l'amphi, levez-vous, et l'Africain me récitait sa généalogie. Vous me direz, il y a une tradition de culture orale, mais il y a surtout chez nous la suppression du passé. Et tout est fait pour supprimer le passé. Tout est fait pour faire des Européens, des Occidentaux, des robots, des citoyens robots d'un monde universel qui va se terminer par la grande consommation et par l'idéologie unique. En Afrique, non. Voilà le problème. On en revient toujours à la même question. L'universalisme contre l'enracinement.
le cosmopolitisme contre l'enracinement. Et les Africains ne sont pas des gens déracinés. Il y a encore des sociétés africaines, et le tréfonds de la mentalité africaine, est une mentalité communautaire, la vie de groupe. Et on en revient à la démocratie. Parce qu'à partir du moment où vous constatez que la définition sociologique fondamentale, c'est le groupe, il est bien évident que la démocratie individuelle du one man, one vote va casser le groupe, au risque de casser le groupe, et risque de traumatiser, et va traumatiser l'Afrique. Donc, moi je dis toujours aux Africains, décolonisez-vous mentalement. Vous n'êtes pas décolonisés. Vous n'êtes pas décolonisés, vous adoptez toutes les modes que vous imposent les Européens, les Américains, les modes de consommation, les modes philosophiques, les modes vestimentaires, les modes littéraires. Décolonisez-vous, revenez à vos racines, envoyez paître les fondés de pouvoir qui vous dirigent et qui ne sont que les fondés de pouvoir de la Banque mondiale et du FMI. Faites votre véritable guerre d'indépendance, c'est maintenant, autrement vous allez périr. Dernière question, Bernard Lucan. Est-ce que vous êtes expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda? Est-ce que vous considérez que c'est une institution légitime, nécessaire en Afrique? Et est-ce qu'elle sera efficace dans le cas de la Centrafrique? Dans le cas du Rwanda, une inefficacité totale. C'est la justice des vainqueurs. C'est une justice qui a été rendue d'une manière plus qu'insolite, et je suis bien placé pour en parler puisque j'étais expert dans 10 des principaux procès. En revanche, le tribunal pénal international a eu en négatif un rôle fondamental pour les historiens, c'est qu'il a permis pendant 15 ans de mettre sur la table et à plat tout le dossier rwandais. Ce qui fait que les experts historiens comme moi en ont tiré un avantage gigantesque pour la connaissance de l'histoire. Mais je considère que ce tribunal n'a pas rendu une bonne justice. Et quand je vois comment certains accusés, dont Ferdinand Nahimana, ont été jugés, quand je vois comment le colonel Bagosora a été jugé, quand je vois comment le capitaine Sagahutu a été jugé, on voit bien que c'est une justice de vainqueurs et une justice qui a été faite pour rendre service à un clan particulier qui est le clan soutenu par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui ont un rôle fondamental dans cette affaire, qui se sont opposés, qui ont interdit au TPIR de rechercher les auteurs de l'attentat du 6 avril 1994, attentat qui a coûté la vie au président Hutu Juvenal Habyarimana, attentat qui fut le déclencheur du génocide. Eh bien, l'on a jugé les auteurs supposés ou réels du génocide, et l'on n'a pas jugé les auteurs de l'attentat du 6 avril. Le TPIR n'a même pas eu l'autorisation d'enquêter là-dessus. Le seul qui a enquêté là-dessus, c'est le juge Bruguière, c'est la justice française. D'où les polémiques qui sont lancées contre la France, car l'actuel régime de Kigali et ses soutiens américains veulent tout faire pour empêcher la vérité de sortir quant aux causes de ce génocide et à l'origine de cet attentat. D'accord. Est-ce que vous envisagez la mise en place d'un tel tribunal pour le cas centrafricain? Et est-ce que... Moi, je n'envisage rien du tout. Moi, je ne suis pas membre de l'ONU, je ne suis pas le président de la République. Je considère que cette justice qui est faite de l'extérieur, c'est comme le tribunal pour la Serbie, pour l'ex-Yougoslavie, à mon avis, est un tribunal qui, pour moi, est illégitime. Si demain, imaginons que nous ayons une guerre en France, une guerre civile en France, je n'accepterai pas que l'on vienne juger les uns et les autres de l'extérieur. Les problèmes qui sont réglés se règlent parce qu'il y a un contentieux historique, parce qu'il y a un enchaînement, parce qu'il y a des phénomènes qui dépassent complètement ces juristes internationaux, complètement interchangeables. Alors aujourd'hui, nous allons siéger dans le tribunal pour le Rwanda, demain nous allons siéger dans le tribunal pour le Sri Lanka. Non, cette justice désincarnée, postulé universel, et l'on retombe toujours sur l'universalisme, et l'on retombe toujours sur les droits de l'homme, l'on retombe toujours sur toutes ces idées totalement désincarnées, qui sont des idées nées dans une petite minorité de la population mondiale. Toutes sont nées dans ce cap européen ou dans cette projection de l'Europe que sont les États-Unis. Ce sont des idées totalement héritières d'une histoire européenne
je vous donnais les grands cycles qui mènent vers cet individualisme et qui n'ont rien à voir avec les philosophies et comment dirais-je, et les organisations politiques de l'immense majorité de la planète. La Chine fonctionne sur un autre système, l'Inde fonctionne sur un autre système, l'Extrême-Orient fonctionne sur un autre système, l'Afrique fonctionne sur un autre système, la Russie fonctionne sur un autre système. Mais les Européens, persuadés qu'ils ont reçu les tables de la loi de la démocratie universelle et des droits de l'homme, veulent imposer cette idéologie mortifère à l'ensemble de la planète. Et c'est une idéologie qui est mortifère.